Bonsoir tout le monde. Bienvenue en ce 2 mai 2018 à cette dernière activité de la première journée fort remplie du colloque sur la numérisation généralisée de la société, acteurs, pratiques, discours et enjeux, organisé par le Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information, la société, autrement dit le CRISIS. Cordial bienvenue aux personnes présentes dans la salle, évidemment, mais aussi à celles qui nous suivent en direct sur Internet. Et j'ajouterais peut-être une petite bienvenue asynchrone aux personnes qui visionneront un jour ou l'autre des captations du colloque qui seront en partie archivées sur le site web du Centre. Mon nom est Michel Sénécal, professeur à l'Université TÉLUQ et chercheur au CRISIS, donc au nom des membres du Centre et du comité organisateur. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette conférence très attendue du professeur Matlard. Armand Matlard est professeur et chercheur émérite, effectivement, de l'Université Paris 8 et sa conférence sera intitulée « Pour une archéologie du culte du nombre », ce qui fait tout à fait sens suite à cette journée. Je remercie d'emblée le professeur Matlard d'avoir si généreusement accepté d'être présent parmi nous et d'apporter sa précieuse contribution à ce colloque. C'est vraiment un honneur. Avant de lui céder la parole, je me permettrai quand même un mot très bref de présentation, bien que je me demande s'il y a vraiment besoin de présentation. Ben, enfin, je m'attarde un petit peu. Armand Matlard est sans contredit une figure marquante de la recherche critique en communication. Il est particulièrement connu et reconnu pour son approche généalogique et géopolitique de l'internationalisation des systèmes de communication. Ceux qui le connaissent, ils savent que ses premiers travaux remontent à l'époque où il était professeur au Chili, de 1962 à 1973. Durant cette période, il a commencé d'abord en tant que démographe, puis comme chercheur en communication, à dévoiler les mécanismes des rapports de domination par lesquels le système capitaliste parvenait à se maintenir, à se légitimer, à se reproduire à travers, entre autres, à l'époque, c'est ses objets d'étude, la gestion de la population, l'éducation, la culture ou les médias. Cette inclination a caractérisé à plusieurs égards la lutte idéologique dans laquelle il a évolué tout au cours de ce parcours de plus de 5 décennies. Cela a fait de lui un homme sans frontières entre la théorie et la pratique, entre le travail scientifique et l'engagement citoyen, entre l'histoire et le temps présent, entre le local et le global, entre la culture, la communication et la politique. Le parcours intellectuel d'Armand Matlard est en fait cosmopolite, et cela à double titre. Depuis sa Belgique natale, où il vit jusqu'en 1960, en passant par le Chili, son pays d'adoption durant 11 ans, puis son installation en France, sa terre d'exil, à partir de 1973, suite au coup d'État, il a traversé des périodes historiques qui ont été constitutives de l'élaboration de sa conscience politique, d'une part, mais aussi de l'évolution de sa grammaire conceptuelle matérialiste, d'autre part. Depuis, la perspective que porte Armand Matlard est empreinte d'une vision internationaliste et d'une attention vraiment particulière et constante au projet d'émancipation, toute latitude confondue. Les enseignements qu'il a tirés des différentes réalités nationales auxquelles il s'est acculturé et entre lesquelles il a agi à titre de passeur lui ont permis de multiplier les pôles d'observation des phénomènes, des processus culturels et communicationnels, mais aussi de développer des outils conceptuels servant à les rendre intelligibles. D'ailleurs, sa trajectoire singulière doit beaucoup à ces différents passages interdisciplinaires et interculturels qui ont finalement marqué autant l'homme que ses idées. Mais probablement que vous le connaissez déjà à des degrés divers, suivant vos intérêts de recherche et vos champs d'études. Plusieurs le connaissent pour son travail de mémoire. D'abord avec sa fameuse trilogie sur l'archéologie de la communication, avec ses bouquins « La communication monde »,« L'invention de la communication » ou encore « L'histoire de l'utopie planétaire ». Des bouquins auxquels s'ajoutent d'autres titres qui s'inscrivent résolument dans la longue durée, comme l'histoire de la société de l'information ou l'histoire des théories de la communication. D'autres connaissent encore ses travaux sur les mécanismes de surveillance et le contrôle social, pour lesquels Armand Matlard a eu très tôt un intérêt depuis sa confrontation au Chili, des rôles joués par les forces armées et les puissances étrangères dans l'assassinat d'un gouvernement populaire légitimement élu. Pensons ici, par exemple, à ses plus récents ouvrages, comme La globalisation de la surveillance ou celui sur le profilage des populations, écrit avec André Vitalis. Mais il y a des traces plus anciennes de cette préoccupation dans des textes comme celui au titre évocateur,
idéologie, information et État militaire, qui trouvent une nouvelle pertinence dans le contexte géopolitique actuel. D'autres encore auront fait sa connaissance à travers des ouvrages à caractère davantage épistémologique, qui lui ont permis autant de se positionner de manière critique face à d'autres courants théoriques, que de développer un travail réflexif sur sa propre approche, de manière à ne pas la voir se scléroser. Une posture qui favorise l'interdisciplinarité et le décloisonnement des objets de recherche, tout en articulant les différentes dimensions politiques, juridiques, techniques, économiques, ainsi que les niveaux de production, de diffusion et d'appropriation des réalités culturelles et médiatiques. Bref, je pourrais certainement vous entretenir très longtemps, mais je pourrais certainement continuer à vous intéresser à ces nombreux ouvrages. Mais pour en savoir davantage sur son parcours, je vous invite à consulter l'ouvrage Pour un regard monde, publié à la fois aux éditions de la Découverte et aux presses de l'Université de Montréal pour l'édition québécoise, en vente dans toutes les bonnes librairies, mais connaissant le marché, il faut le commander. Puis pour redécouvrir un pan de ses travaux inédits en langue française, ou ceux dont l'accès a été rendu vraiment difficile jusqu'à maintenant, je vous réfère à l'anthologie en 3 volumes de certains de ses textes qu'il a publiés en 1970 et 86, une anthologie parue aux presses des Mines de Paris en 2015. Par ailleurs, je m'en voudrais de ne pas mentionner le film La Spirale, dont il a assumé la co-réalisation avec l'équipe de Chris Marker et qui restera certainement un classique du documentaire historique et politique, tant le film décortique avec une redoutable efficacité les rapports de force complexes présents au sein de la société chilienne ayant conduit au coup d'État militaire. Enfin, avant de laisser la place au professeur Matelas, je ne voudrais surtout pas oublier de souligner la présence parmi nous de Michel Matelas, sa compagne de vie, complice intellectuelle. Tous deux ont réalisé plusieurs publications à 4 mains, dont les pensées des médias en temps de crise ou Histoire de la théorie des communications, pour ne nommer que ces quelques titres. Je la salue chaleureusement et la remercie vraiment de nous accompagner, aussi dans le cadre de ce colloque. En terminant, je rappelle que le professeur Matelas prendra la parole pour à peu près 45 minutes. Puis suivra une période de questions ouverte à tous. Donc, chèrement, je m'arrête ici. La tribune est à vous. Bon, merci d'être nombreux. J'espère que nous pourrons échanger, surtout, c'est ça le plus important. Le titre de cette conférence est « Pour une archéologie du culte du nombre ». Archéologie, ça veut dire que finalement, il y a des processus qui sont composés de diverses sédimentations à travers le temps. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement, toute cette question de ce qu'on a appelé la société de l'information a aussi une genèse, elle a une archéologie. L'historien Fernand Braudel, dans les années 50, qui était convaincu de la nécessité de s'affranchir du culte du présent pour comprendre la marche du monde, disait « Chaque actualité rassemble des mouvements d'origine, de rythmes différents. Le temps d'aujourd'hui date à la fois d'hier, d'avant-hier, de jadis. » Eh bien, cette remarque n'a rien perdu de sa pertinence. Je vais vous citer la phrase d'un théoricien de l'économie politique de la communication, le Britannique Nicolas Garnham, il écrivait ça en l'an 2000. Comme Braudel nous l'a rappelé au sujet de la flexibilité du capital dans un espace de flux, les réponses ont davantage de chances de se trouver inscrites dans la longue durée du développement capitaliste que sur les autoroutes de l'information. C'était le moment où précisément il y avait le mythe des autoroutes de l'information. Bon, donc c'est tout ça pour dire que j'ai inscrit mes propres recherches dans la longue durée et c'est ce qui a donné par exemple son sens à la trilogie que j'ai publiée au cours des années 90,
la communication monte, l'invention de la communication et histoire de l'utopie planétaire. Ce que je me propose aujourd'hui, c'est de parcourir avec vous quelques points qui nous permettent peut-être d'ouvrir le débat sur cette question de la numérisation, ou ce que j'appelais déjà il y a plus de 20 ans pratiquement, la société de l'information, quand j'ai sorti en 2001 Histoire de la société de l'information. Vous pouvez maintenant, disons, je dois vous dire que l'histoire de la société de l'information, la première édition date de fin 2001 et je viens de boucler la 5e édition. Et la 5e édition, il me persécute d'ailleurs. Je viens de boucler, avant de prendre l'avion, la 5e édition qui sortira d'ici un mois ou deux. Tout ça pour vous dire que finalement, moi-même, je cours derrière le sujet que je veux traiter. Et effectivement, la première édition a beaucoup d'histoire, et c'est très important parce que c'est ça qui lui donne une certaine vertu pour la recherche, mais il y a beaucoup de sujets qui ont tellement évolué. Vous en avez vu finalement un témoignage cet après-midi lorsqu'on a discuté, lorsqu'on a écouté toutes les analyses sur le GAFA ou le GAFAM. Bon, ce que je voudrais faire, désirerais faire, c'est finalement toucher quelques points. Le premier serait gouverner par les nombres, point d'interrogation. Une figure à la fois ancienne ou nouvelle. Le second point, c'est l'invention de ce mot, d'invention finalement, de la figure de l'individu calculable. L'individu calculable. Le troisième point, ce serait le contrôle comme phénomène de masse. L'autre serait le paradigme technosécuritaire. L'avant-dernier, la fascination pour les big data. Et enfin, je terminerai sur la face dystopique du nombre, ou les zones d'ombre du culte du nombre. Alors, donc, je commence le premier, gouverner par les nombres. Est-ce que c'est une figure est-ce une figure ancienne ou nouvelle? Et nouvelle. Ou nouvelle. Il y a un ensemble d'expressions qui ont surgi dans les 2 dernières décennies, et plus précisément, souvent, la dernière décennie, qui essayent... ces expressions sont gouvernées par la trace, gouvernées par les nombres ou les données, gouvernées par les fichiers, gouvernementalité algorithmique ou numérique. Toutes ces expressions, donc, ont émergé dans les dernières années pour rendre compte des logiques à l'œuvre dans le processus de numérisation de la société contemporaine. Ces expressions qui renvoient à la nouvelle rationalité de gouvernement basée sur l'économie de marché et axée sur l'individu calculable sont le produit, et c'est ça qui est important, sont le produit de démarches critiques variées, développées tantôt depuis la philosophie, le droit, les sciences politiques, tantôt depuis la sociologie, les sciences de l'information ou l'économie politique de la communication, tantôt depuis les mathématiques ou la statistique. Et j'en oublie sûrement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas croire que parce que la source est multiple, il y a nécessairement un décloisonnement des disciplines pour traiter des questions que je vais traiter maintenant. Je crois qu'il reste beaucoup à faire
pour décloisonner entre discipline et champ d'études pour parler de ce dont je veux parler aujourd'hui. L'idée de société régie par les nombres apparaît comme toute neuve. Mais en fait, elle remonte bien avant que la cybernétique ne dévoile son potentiel et que la notion d'information ne fasse son entrée dans la langue et la culture de la modernité. Elle est donc lestée d'une longue histoire. C'est en effet avec la révolution scientifique, je préfère dire la révolution intellectuelle au cours du XVIIe et du XVIIIe, que la pensée du chiffrable et du mesurable devient en Occident le prototype de tout discours vrai. La pensée mathématique dessine l'horizon de la quête de la perfectibilité ou du progrès des sociétés humaines vers un état meilleur. Elle apparaît comme le modèle de pensée en général. Pour le physicien et l'astronome Galilée, par exemple, la création tout entière est un livre écrit en langue mathématique. Et celle-ci est requise, selon lui, pour comprendre quoi que ce soit dans ce monde. L'espérance inspire la croyance dans le pouvoir du chiffre aussi chez Leibniz, celui que Norbert Wiener sacrait comme le saint patron de l'informatique et de la cybernétique. Leibniz construit de nouvelles bousselles du savoir, je reprends son terme, en réduisant les nombres aux plus simples principes, comme 0 et 1, en vue d'économiser la pensée. Il espère ainsi contribuer au rapprochement des peuples, à l'unification non seulement de l'Europe, mais du genre humain tout entier. Ce qui est important, c'est le côté utopique de ce projet qui finalement les pousse à finalement chercher à trouver d'autres modes de calcul. La même foi utopique, je pèse bien mes mots, la même foi utopique dans la perfectibilité charpente le projet de langue universelle, une langue à la certitude géométrique que le philosophe et mathématicien révolutionnaire Condorcet expose en 1793 dans son ouvrage « Esquisses sur le progrès de l'esprit humain ». Il croit avoir trouvé dans les travaux du Suisse Jacques Bernoulli sur la logique abstraite du calcul des probabilités la pierre philosophale d'une science morale et politique aussi précise et exacte que les sciences physiques. Ce qui est intéressant, c'est sa démarche. En utilisant l'expérience du passé, c'est-à-dire l'observation des fréquences des événements, ce qu'il appelle la mathématique sociale ou la science sociale mathématisée, selon son expression, permettra de prédire l'avenir, donner à voir une histoire probable. Le problème, c'est que l'engouement pour le chiffrable et le mesurable ne fait pas pour autant l'unanimité parmi les milieux révolutionnaires de 1789, de la Révolution française. Eux-mêmes sont divisés sur l'utopie géométrale. Beaucoup dénoncent ce qu'ils appellent la rage mathématique. Ils lui reprochent d'ignorer la vie elle-même. Alors, j'arrive à mon second point, l'invention de l'individu calculable. Je crois que la gestion pragmatique de la société industrielle va mettre à l'épreuve ce que le sociologue Max Weber
appelé le romantisme du nombre, en jugeant précisément Leibniz et tout cela, le romantisme du nombre. Alors, Weber disait ça au seuil du XXe siècle. Selon les historiens de la politique des grands nombres, c'est-à-dire la gestion des grands nombres, ce n'est que vers le milieu du XIXe siècle que le calcul des probabilités a été associé à la statistique grâce aux travaux du Belge Adolphe Quetelet, pionnier de la démographie, cette science de l'état des populations et de ses flux. Quetelet est l'homme de l'universalisation du calcul des probabilités. Le calcul des probabilités va devenir, à partir du XIXe siècle, fondamentalement la seconde partie du XIXe siècle, un échangeur universel. La technologie, quel est le changement qui va s'opérer au XIXe siècle? La technologie du risque qui est mise au point au cours des siècles précédents par les compagnies d'assurance privées se transforme en technologie politique. C'est-à-dire que la raison probabiliste ou probabilitaire ouvre la voie à un nouveau mode de régulation sociale basé sur la prédictibilité. La statistique morale contribue à dessiner le profil de l'homme moyen par rapport auquel se définit la normalité et les déviances d'une société. Elle montre que des règles mathématiques président à l'occurrence et à la répartition des pathologies sociales. Et ce faisant, elle fournit aux législateurs des outils en vue de réguler les flux face aux forces perturbatrices. C'est l'époque où on dresse des tables de criminalité, on évalue les penchants des individus innés au crime, au suicide et autres instabilités sociales. La délinquance, pendant toute cette période, devient le laboratoire de la mise en fiche et de la biotypologie. L'anthropométrie, ou science de la mesure du corps humain, fournit des nomenclatures, des indices et des profils qui orientent les policiers, les juges et les médecins légistes dans leur mission hygiéniste de surveillance et de normalisation des classes dangereuses. Vous vous rappelez tous des textes du médecin psychopathologue Gustave Le Bon, auteur du classique sur la psychologie des foules. C'est dans ce cadre qu'à la fin du XIXe siècle se mettent au point les premières techniques d'identification biométrique, à commencer par les empreintes digitales. Étendre les techniques d'identification biométrique à l'ensemble de la population a été le rêve des inventeurs de la police scientifique, comme des aréopages de savants réunis dans les congrès internationaux d'anthropologie criminelle dans les grandes capitales européennes à la fin du XIXe siècle. Mais pendant plus d'un siècle, les démocraties occidentales refuseront l'immatriculation universelle par crainte d'atteinte à la vie privée et aux droits des citoyens. Et beaucoup iront jusqu'à refuser l'idée même de carte d'identité pour leurs ressortissants. Il y avait évidemment une exception. Il y a certaines catégories qui, eux, avaient droit à un pass ou à une carte d'identité. Les ouvriers, pour qu'ils n'échappent pas au patron, les nomades, les gitans et tous ces itinérants. Les gitans à qui on avait imposé le carnet anthropométrique de circulation.
Alors, si l'eugéniste britannique Francis Galton, le père de l'eugénisme, a pu étudier dans les années 1890 les dessins digitaux de la main, prémisse de la découverte des empreintes digitales, c'est parce qu'un haut fonctionnaire de l'administration de l'Empire victorien au Bengale lui a fourni un échantillon des empreintes du pouce des indigènes qu'il avait recueillis pendant près de 4 décennies pour authentifier les actes publics. C'est-à-dire que les empreintes digitales sont le fruit, finalement, de l'utilisation des doigts, du pouce surtout, d'un colonisé. Drôle de symbole. Alors, je crois que si l'on accepte les périodes de guerre et de crise, on peut dire que la surveillance n'est devenue un phénomène de masse, le contrôle, la surveillance n'est devenu un phénomène de masse que lorsque l'impératif de la sécurité obligera à instaurer une politique qui embrasse l'ensemble de la population. Et j'arrive à mon second point, le contrôle comme phénomène de masse. On est très loin de l'ère industrielle. Elle a fait son temps. Nous sommes de plein pied dans l'ère de l'imaginaire cybernétique. La surveillance et le contrôle sont devenus un phénomène de masse. L'individu est devenu quantifiable, les dispositifs sophistiqués et universalisés, les usages des technologies de l'information et de la communication, hybrides, militaires et civils, commerciaux ou publics. La nature même du contrôle social a changé. En quoi se distingue-t-il de la spécificité des formes historiques antérieures? Pendant plus de 3 siècles, du XVIe au XIXe, ce sont les dispositifs disciplinaires ou panoptiques qui, en Occident, ont rendu l'individu à la fois docile et utile. C'est ce que montre Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et punir, naissance de la prison ». L'enfermement dans les lieux clos, non seulement la prison, mais les hôpitaux, les écoles, les collèges, les casernes, les ateliers, et l'assujettissement des corps ont assuré la normalisation sociale et la production positive des comportements. L'originalité du changement que la numérisation opère dans le mode de contrôle des populations réside en ceci. À la différence de la surveillance classique fondée sur la visibilité de l'architecture panoptique, l'efficience des technologies de contrôle tient à leur invisibilité, alors que dans la discipline, l'observé, placé sous le regard du contrôleur, participe à sa propre normalisation par l'autocontrainte et la maîtrise de soi, il est maintenant, au nom de la prévention, déchargé de ce travail grâce aux informations que l'on a prélevées sur lui. Qu'il les cède volontairement, volontairement ou à son insu. En outre, cette collecte est mobile et automatique et le traitement des données est déterritorialisé. C'est ce qu'avec André Vitalis, mon collègue, nous avons montré en long et en large dans notre ouvrage « Le profilage des populations ». La première chose dont je vais vous parler, c'est le contrôle rime avec profilage, entendu comme résultat de corrélation statistique et de banque de données. J'ai essayé de faire un recensement de ce qu'on entendait par surveillance ou contrôle. La première réponse est la définition opératoire que donne de l'opération
de surveillance, la nouvelle directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est sans ambiguïté. C'est celle qui finalement entre en vigueur ce mois-ci. Alors, voilà ce que me donne cette directive, la définition de profilage. Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique. C'est vraiment très intéressant, c'est tout un cours qu'il y a derrière ça. Cette définition, c'est une définition administrative du profilage par la directive, rencontre celle académique du concept de surveillance que proposent les Surveillance Studies, ce nouveau champ d'études interdisciplinaire qui a émergé plus spécialement dans le milieu universitaire anglo-saxon, peu après les attentats aux 2 tours jumelles. Pour les Surveillance Studies, étudier la surveillance, c'est donner à comprendre les procédures selon lesquelles les données personnelles sont recueillies, stockées, transmises, contrôlées et utilisées comme moyen, je répète, comme moyen d'influencer et de gérer la population. Je reprends un morceau de cette phrase, influencer et gérer la population. C'est justement ce que Foucault entendait par biopolitique dans ses analyses sur ce qu'il appelait la société de sécurité. C'est l'ensemble, et je reprends ici l'interprétation du concept de biopolitique de Foucault, c'est l'ensemble de la société, la multiplicité, le public. C'est-à-dire, et je vous ouvre une parenthèse, la population prise du côté de ses opinions, de ses manières de faire, de ses comportements, de ses habitudes, de ses craintes, de ses préjugés, de ses exigences, ce sur quoi on a pris par l'éducation, par les campagnes, par les convictions. Donc vous avez là un concept de surveillance beaucoup plus large que celle des flics, des agents de police. Au fur et à mesure des avancées des technologies intrusives, le mode d'approche des populations par les profils et fichiers des populations a pris une extension chaque fois plus large. Je ne vais pas insister ici, l'expansion des GAFA dont on vous a parlé cet après-midi est un exemple de la rapidité de ce processus qui touche tous les aspects de nos existences. D'une certaine façon, c'est gigantesque, et ici, là, je participerai à un débat sur ces questions. D'une certaine façon, c'est gigantesque. En fait, ce sont des régies publicitaires, et leur mode d'approche des consommateurs n'est que la culmination d'un processus commencé dans les années 30-40 avec l'essor des instruments de la publicité. Peu à peu, la consommation a configuré un champ inépuisable des comportements du consommateur. Tout au long de ce processus, ce qu'il convient d'appeler taylorisation de la consommation, les entreprises et les dispositifs de marketing n'ont cessé de décomposer les mouvements et les gestes des individus, de chercher leur centre d'intérêt et sur leurs préférences, leurs besoins et les désirs.
Ce qui est significatif, c'est que aucune des sections de la science de l'information et de la communication, très peu de sections, ont touché dans la période antérieure la question de la publicité comme un mode finalement de subordination. Comme aujourd'hui, dans un monde régi par un capitalisme ultralibéral hautement intégré, les frontières sont poreuses entre géopolitique et économie, les stratégies de sécurité guidées par la raison d'État peuvent difficilement se passer du capital en données personnelles que ces data brokers ont amassé et ne cessent d'alimenter. Rien n'atteste mieux cette réalité que les révélations faites en juin 2013 par Edward Snowden, le jeune informaticien travaillant pour l'Agence de sécurité nationale sur le programme clandestin PRISM. Alors, de la prégnance des nouvelles formes de contrôle invisibles, mobiles, automatiques et déterritorialisées, on ne peut pour autant conclure que les logiques disciplinaires ou du panoptisme ont disparu des modes de gestion des multitudes. La société de sécurité, telle que l'entendait Michel Foucault, n'efface pas la société disciplinaire. Elle l'intègre, la complète sans la supprimer. Les deux s'articulent. La société de la clôture disciplinaire reste un sédiment de la société de circulation dans lequel nous sommes en train de nous introduire. La multiplication des murs et des barrières aux frontières, que ce soit des installations de haute technologie ou des fils barbelés, indique que les mécanismes de coercition en vigueur dans les sociétés disciplinaires restent l'horizon commun à la masse des migrants, réfugiés et autres exclus du système techno-économique global. Et j'arrive à mon troisième point, le paradigme technosécuritaire. Vivier d'innovation privilégiée en matière de doctrine et de techniques de contrôle social, les guerres modernes, globales ou non, ont joué un rôle déterminant dans la définition de notions basiques telles que sécurité nationale, ennemi intérieur, état de siège, état d'exception, état d'urgence, contre-insurrection et pacification, mais aussi leurs corollaires, action psychologique, guerre psychologique, conquête des cœurs et des esprits. Tous ces concepts ont cautionné et continuent à cautionner dans le monde, sous toutes les latitudes fort différentes, le terrorisme d'État comme règle suprême. C'est ce dont j'ai essayé de rendre compte, en particulier un de mes premiers livres, Multinationales et systèmes de communication, publié en 1976, La communication monte et la globalisation de la surveillance. Dans les actes du colloque 2001, BOG, globalisme et pluralisme, qui s'est tenu ici même en 2002, puisque postposé suite aux attentats du 11 septembre 2001, le professeur Gaëtan Tremblay et moi-même nous rappelions à juste titre, je cite, « Un des risques majeurs est que le processus, nous sommes en 2002, un des risques majeurs est que le processus d'intégration mondiale se trouve à l'occasion de la lutte contre le terrorisme, piloté par la mondialisation de l'État sécuritaire. Raison de plus pour être vigilant sur toutes les restrictions à l'exercice de la liberté d'expression et des droits démocratiques. » Il est évident que la lutte contre le terrorisme a indubitablement légitimé la multiplication des systèmes technosociaux de contrôle. Elle a en cela joué comme un puissant accélérateur des tendances. Les atteintes à l'état de droit consenties par les régimes démocratiques dans leur lutte contre ce qu'on a appelé les nouvelles menaces ont laissé entrevoir les liens entre des concepts, des logiques institutionnelles
et des développements technologiques qui jusqu'alors apparaissaient de manière isolée. Les mesures prises par les États-Unis en réponse aux attentats du 11 septembre ont valeur de paradigme. Inauguration en 2002 d'un ministère ad hoc, le Homeland Security Department, mise en place du projet de surveillance massive, Total Information Awareness, vigilance informatique totale, création d'un comité d'experts chargé de s'accorder sur des standards techniques à destination des industries de la sécurité civile et militaire à la fois, qui tout en sécurisant le territoire américain, se transformerait en référence transnationale. Rien d'inédit à cela. L'histoire des techniques de contrôle et de surveillance enseigne que l'échange n'a cessé d'être constant entre l'innovation militaire et le domaine civil. La conversion du drone, issue de l'arsenal de la cyberware, aux tâches de la surveillance policière en est une illustration parmi d'autres. Mais ça va beaucoup plus loin. Le transfert des technologies militaires vers des applications civiles est d'ailleurs souvent accompagné ou précédé par l'adoption d'une pensée et des tactiques militaires par les forces civiles qui les mettent au service du maintien de l'ordre. Une problématique qui ne peut s'abstraire des interrogations éthiques dans le domaine de la stratégie militaire sur l'évolution rapide des nouveaux systèmes d'armes létaux, meurtriers, autonomes, dont la robotique n'est qu'un des aspects. Plus globalement, la sécurité nationale, qu'on aurait pu croire obsolète avec la fin de la guerre froide, a fait un retour en force à l'occasion de la réplique aux attentats. Le resserrement des institutions autour de ce principe a réactivé les schémas du temps de la guerre froide de complexes militaro-industriels et de coopération entre la recherche universitaire, l'industrie et les organismes de renseignement militaire et civil. Des lignes d'études ont renoué avec les préoccupations du temps des guerres contre-insurrectionnelles des années 60 et 70 et qui furent désertées sitôt le conflit vietnamien bouclé. J'ai même trouvé une étude sur l'administration comment l'administration américaine a, dans la foulée du 11 septembre, redéfini ses rapports avec l'industrie des médias et de l'entertainment, une recherche se revendiquant des relations sociales, des relations internationales. De nouvelles passerelles se sont mises en place entre le territoire national et l'espace global. Et c'est ça le problème. La sécurité extérieure et la sécurité intérieure, l'univers policier et l'univers militaire, les services secrets et le renseignement en milieu ouvert. Le mot d'ordre de l'interopérabilité entre organismes qui a fait tant défaut pour anticiper les attentats, traduit cette logique de fond qui propulse la mondialisation des normes sécuritaires. Les systèmes, procédures et protocoles dans le domaine de la sécurité s'uniformisant au niveau global, c'est le contrôle de l'ensemble du mode de communication et de circulation des personnes, des biens et des idées qui s'en est trouvé affecté. Je crois que la lutte contre le terrorisme a apporté sa caution aux avancées des techniques d'intrusion dans l'ensemble de la société. Des pratiques de surveillance jusqu'alors inégales se sont banalisées. Sous prétexte de protéger les citoyens, elles les ont souvent insécurisés. Si l'impact du paradigme de la surveillance de masse est à caractère global, sa résonance au niveau de chaque nation, région ou continent est fonction
de leur position sur la carte géopolitique du monde. En outre, comme dans tout processus d'internationalisation, il y a interaction entre la logique globale et les réalités singulières dans lesquelles elle se territorialise. Cette géolocalisation ou ancrage local de la culture de la sécurité est une donnée capitale. Sous la pression de l'urgence, les gouvernements aux prises avec les attentats ont cherché à incorporer les mesures d'exception à la loi commune. L'abondance des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale, ainsi que des lois sur le renseignement et la sécurité au quotidien, attestent de la géométrie variable, de la nouvelle nomenclature des peines et des catégories d'individus et de collectifs susceptibles de troubler l'ordre public. Le vieux concept positiviste de dangerosité a fait retour dans le dispositif juridico-policier. Ce sont de telles dérives qui font dire à au philosophe italien Giorgio Agamben que l'obsession sécuritaire a fait muter la démocratie. Ce qui s'est déstabilisé, pour reprendre la formule du philosophe Paul Ricoeur, c'est le fragile équilibre démocratique entre la forme et la force, entre la règle et l'exception, le consentement et la crainte, la solidarité et l'égoïsme, la confiance et la méfiance, la possibilité et la liberté d'action, la légitimité et l'efficacité, la transparence et le secret. J'en arrive à ma pénultimième partie, la fascination pour les big data. On vous en a parlé beaucoup déjà cet après-midi. Effectivement, le profilage rime avec big data. Avec le grand bond de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes, les logiciels que sont les algorithmes se sont immiscés partout où il est question de traiter des données numériques massives ou big data collectées afin d'en inférer des règles permettant la prévision et la prédiction dans des dimensions de l'activité humaine les plus diverses, et ce dans un environnement, et c'est ça qu'on n'insiste pas souvent, et ce dans un environnement de données numériques provenant de sources multiples, administration, entreprises, milieux scientifiques, internautes, et multiplicité, variée, tout autant du point de vue de leur production que de leurs usages. On sait que pour les grandes entreprises transnationales, l'accumulation de données est garante d'une nouvelle forme de capital, facteur de production de base et un avantage concurrentiel. La reprise par Bayer de Monsanto, finalement, cet exemple est un exemple unique de ce point de vue-là pour montrer l'enjeu de la possession des données. Alors, évidemment, les big data peuvent servir à beaucoup de projets. Pour la médecine, par exemple, elle offre la possibilité d'anticiper des pandémies ou de rendre plus fiables les diagnostics médicaux. Pourquoi? Parce que vous avez une accumulation d'expériences antérieures. Pour les services hospitaliers ou le système d'éducation, elle sert à maîtriser les flux de patients ou d'étudiants, de mieux les maîtriser. Pour les programmes dits de sécurisation prédictive, elle fait miroiter un outil d'identification des populations à risque. Pour la politique pénale, c'est la promesse
de désengorgement des tribunaux à travers la prévention des actes de récidive. Pour la police, c'est celle de mesurer le risque de crime dans le temps et l'espace, et ainsi de suite, tant peut s'élargir la liste de projets. Le fait est que les big data ont déclenché des fantasmes d'omnipuissance et d'omniscience, et ce, en dépit des incertitudes quant à l'exploitation du magma de millions et de millions de données. Un mathématicien de l'université de Berkeley résume la situation de la façon suivante. Le traitement des données massives peut engendrer des erreurs massives et, en fin de compte, de mauvaises décisions d'une ampleur catastrophique. Arme de destruction mathématique, ajoute à juste titre une mathématicienne états-unienne, qui accroissent les inégalités, menacent la démocratie et laissent le monde réel humain en dehors de l'univers des algorithmes. Les statisticiens résistants ne cessent de mettre en garde contre les abus de la nouvelle gouvernance par les nombres et les données. À vouloir dépister, disent-ils, à tout prix des comportements à risque, on en arrive à dénaturer la statistique publique. Car, disent-ils, les développements de l'intelligence informatisée ne servent pas qu'au contrôle. Ils concernent également la mise en place des politiques sociales et des politiques de réduction des inégalités, et de poser la question, peut-on trouver un compromis entre savoir et fichage? En tout cas, les controverses sur la possibilité de gouverner les algorithmes et sur la confrontation entre machines autonomes et intelligence humaine suscitent aussi bien l'espoir que les pleurs. Je vais sacrifier une partie, j'espère qu'il y aura des questions sur la question, sur ce problème qui est essentiel, qui est finalement la question de la privacité et des lois sur la privacité, des directives sur la privacité. Je voulais quand même dire une chose. Vous savez que c'est une longue histoire, la lutte entre les États-Unis et l'Europe sur la question du free flow of data. Bien. Oui, c'est une longue histoire. La directive européenne de 2016 en témoigne. En témoigne, c'est un dernier acte, finalement, où l'Europe reprend une certaine souveraineté. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des directives, que disparaît l'épreuve de force entre les États-Unis et les autres pays du monde qui veulent retrouver la souveraineté de leurs données. Je crois que l'épreuve de force se joue aussi à d'autres niveaux et on en parle relativement peu. C'est celui de la gouvernance globale. C'est le cas de l'Organisation mondiale du commerce, qui, à l'occasion des négociations sur le commerce électronique, s'oriente vers la dérégulation de tout type de normatives, qu'on en a pu le constater lors de la 11e conférence ministérielle, organe suprême de décision de l'organisation, qui s'est tenue à Buenos Aires en décembre 2017. C'est-à-dire que finalement, on ne s'affronte pas directement sur la question du free flow of data. Non, il y a de nombreuses façons d'éviter l'affrontement global sur ces questions. Par exemple, les traités régionaux de libre-échange, comme l'accord transpacifique, l'association transatlantique de commerce et d'investissement, ou les traités moins identifiés comme l'accord sur le commerce des services, s'avèrent être
autant de lieux où la capacité des gouvernements à légiférer est attaquée de front et où se décide directement ou indirectement la libéralisation de la circulation des données. C'est une petite parenthèse. Alors, j'arrive à la fin. Je l'ai appelé au début les zones d'ombre du culte du nombre. Je vais le dire plus clairement, la phase dystopique du nombre. La phase dystopique du nombre. Où en est-on aujourd'hui? Je crois personnellement que les hommes ont compté les nombres et finalement, seuls les nombres ont compté. La vision prophétique, porteuse d'un monde meilleur, qui à l'origine a inspiré le vieux rêve occidental d'une harmonie fondée sur le calcul, s'est étiolée. Rien à voir avec la figure de la société chiffrable et mesurable imaginée par les mathématiciens des Lumières. La rationalité algorithmique donne à voir la phase dystopique ou anti-utopique du projet de société de l'information. Si, parce que je suis toujours à la vieille école aussi. Je n'oublie jamais que ce dont on discute aujourd'hui sur la numérisation, ça a démarré avec la discussion sur la société de l'information et les modèles de société qu'il proposait. Alors, je dis, oui, aujourd'hui, l'individu repérable et quantifiable apparaît dans cette société de l'information de plus en plus transparent aux yeux des dispositifs de pouvoir, et ceux-ci, en revanche, ne cessent de se déployer dans l'opacité. L'automatisation, qui risque toujours de se conjuguer avec l'autonomie de la technique, ne laisse que peu de place à l'intervention humaine. Code is law, le code est la loi, prévenait le juriste des États-Unis Lawrence Lessig au seuil de l'explosion du net à la fin des années 90. À cela s'ajoute, comme nous le relevions André Vitalis et moi-même dans notre ouvrage sur le profilage des populations, une désynchronisation de plus en plus manifeste entre le temps machinique des cybersurveillants et le temps institutionnel de la régulation, entre les rythmes des processus automatiques mis en œuvre et ceux des efforts juridiques visant à se protéger de leurs abus. Comme n'a cessé de nous en avertir Jacques Ellul, une dynamique technique de plus en plus autonome constitue une menace pour la démocratie. L'innovation technique est toujours en avance d'un temps. Une fois des règles édictées, l'invention de nouveaux procédés techniques a permis de les contourner. Les scientifiques ont à leur façon bien compris cet ensemble de défis et d'enjeux quand aujourd'hui ils passent l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes au crible de l'éthique et s'interrogent sur la dynamique de la recherche en sciences et technologies du numérique. L'argumentaire de l'édition 2017 des entretiens qui ont eu lieu à Pompidou, au centre Pompidou, les entretiens sur le nouveau monde industriel, dont le thème bien significatif, dont le thème était l'intelligence et la bêtise artificielle, et artificielle avec S, est un vivant exemple de cet acte de résistance et d'intelligence critique face au système d'exclusion et d'isolement. Je vais vous citer un passage
de cet entretien auquel, évidemment, je souscris entièrement. Les technologies issues des mathématiques appliquées à l'informatique en réseau tendent à s'imposer au monde scientifique à partir des critères d'efficience prescrits par les marchés. Il en résulte une menace extrême et hautement paradoxale quant aux possibilités d'exercer, de cultiver et de développer les savoirs scientifiques, s'il est vrai que ceux-ci ne sauraient se soumettre aux processus de prolétarisation qui sont induits par les boîtes noires que les instruments et appareils deviennent pour les scientifiques désormais tout autant que pour le commun des mortels. Ce constat va d'ailleurs à l'encontre de la croyance propagée depuis le magazine Wired en la fin de la théorie et la caducité de la méthode scientifique à l'époque des big data. Le diagnostic que font les spécialistes des droits fondamentaux, les juristes, aujourd'hui, n'est pas moins sévère que la déclaration de ces entretiens, à la fin des entretiens. Elle n'est pas moins sévère. Je vais vous citer le diagnostic d'un juriste enseignant au Collège de France qui montre qu'effectivement son diagnostic aussi est radical. La gouvernance par les nombres et les données vise la réalisation efficace d'objectifs mesurables plutôt, c'est un juriste, plutôt que l'obéissance à des lois justes, ne laissant aux individus ou aux États d'autres issues que de faire allégeance à plus fort qu'eux au mépris du droit social. On le voit, les raisons abondent pour mettre en commun les savoirs. Cette mise en commun ne peut exister toutefois que si les luttes et les réflexions en vue d'enrayer la marchandisation de la nouvelle ressource immatérielle s'attachent à remettre en cause les rapports de savoir et partant de faire advenir un nouveau contrat social entre la science et la société, entre science et chercheurs, qui soit à même de libérer l'imagination et l'intelligence collective en ouvrant vers de nouvelles formes de citoyenneté. Seules des sciences citoyennes, je pense, qui échappent à l'élitisme, tout en se gardant de faire le jeu du populisme, peuvent faire contrepoids au projet de société globale de l'information porté par les monopoles cognitifs, leur culture du résultat et du retour sur investissement à court terme. C'est là, il me semble, une condition nécessaire à l'essor de nouveaux usages démocratiques du potentiel du réseau des réseaux. Merci de m'avoir écouté. Bien, on va passer à une période de questions. La police du temps s'était assouplie un peu, donc tu as eu un peu plus de temps. Bon, écoutez, il y a 2 micros. Les micros fonctionnent bien cette fois-ci. Donc, si vous voulez vous présenter au micro et poser vos questions, ça sera avec plaisir. Je pense que Armand souhaitait des questions, de toute manière, pour pouvoir éventuellement revenir sur certains points qu'il a dû mettre de côté.
Pas de questions? Ouais. Mais je... Tu serviras de relais si jamais. Ah oui. Ah, ils vont parler. J'ai une question sur la distinction que vous avez faite entre la société disciplinaire et panoptique, sur la visibilité, et la numérisation qui apporterait plus l'invisibilité. Mais chez Foucault, le panoptique, qui est le principe de voir sans être vu, il y a les deux. Il y a le principe optique, on voit le captif, le prisonnier, mais il ne peut pas voir. Il y a une certaine invisibilité, mais aussi le fonctionnement du pouvoir, ultimement, c'est qu'il peut fonctionner même sans la présence du surveillant. Donc, mais pourquoi? Qu'est-ce qui change alors avec le nouveau système aujourd'hui? Je l'ai dit très clairement là-dessus. Là. C'est, l'individu est perpétuellement suivi. Il est perpétuellement suivi parce que finalement, regardez le cas des GAFA. Ils suivent absolument tout votre itinéraire, tout ce que vous désirez. Et pas seulement au niveau de la publicité. C'est ce qu'a montré le dernier scandale, disons, de Facebook, vous voyez. C'est un nouveau mode de contrôle. Un nouveau mode de contrôle parce que finalement, on peut dire les individus savent disons que les nouvelles technologies, on peut les voir, disons. Mais les individus ont tellement intériorisé le bénéfice de l'usage de ces technologies que finalement, ça disparaît. Je vais vous lire la dernière phrase. C'est intéressant, ça. La dernière phrase du livre que j'ai réalisé avec André Vitalis, qui n'est pas une phrase de nous, une phrase d'Umberto Eco. Parce que là, voilà. D'accord ? Le cercle qui est en train de s'établir est vicieux, constate Umberto Eco. L'assaut contre la vie privée habitue tout le monde à sa disparition. Déjà, beaucoup d'entre nous ont décidé que souvent, la meilleure façon de garder un secret est de le rendre public. Et c'est pourquoi on écrit des emails ou on passe des coups de téléphone dans lesquels on dit ouvertement ce qu'on a à dire, sûr que l'on est que personne ne trouvera d'intérêt à une affirmation qui ne cherche pas à se masquer. Peu à peu, on devient exhibitionniste parce que l'on apprend que plus rien ne pourra être caché. Et quand plus rien n'est caché, aucun comportement ne devient plus scandaleux. Mais lentement, ceux qui attentent à notre vie privée, se convainquent que les victimes elles-mêmes sont consentantes et ils ne s'arrêteront plus devant aucune violation. C'est assez intéressant, ça, surtout quand on voit dans la réalité, disons, des cas comme celui de Facebook. Mais c'est un des cas parmi d'autres. Non, ce que je veux dire aussi, et je crois que c'est important pour ça, la question de retour au panoptisme, etc. Ce que j'ai voulu dire aussi un peu plus loin, c'est que après avoir lu beaucoup Foucault, je me suis rendu compte que finalement, on ne pouvait pas nommer une société d'un seul bloc. Par exemple, société numérisée.
Bon, c'est un outil heuristique, c'est très important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est réunis. Mais en même temps, je crois que sous les concepts globaux qui vous caractérisent une société, vous avez finalement des couches, finalement de réalité qui continuent à à faire partie de notre mémoire. C'est aussi un lien entre des mémoires historiques. Vous comprenez? Et je crois que c'est très important de le dire, ça. Parce qu'en général, regardez comment la notion de société de l'information a fait une trajectoire très rapide. Eh bien, je crois que c'est important aussi de se dire que derrière les concepts qu'on veut essayer d'utiliser pour définir une société plus complexe, il faut se rendre compte qu'il y a d'autres couches. Vous voyez? Oui. Oui, alors, c'est cette historicité longue qui permet de mettre au jour des couches géologiques qui se superposent, etc. Je me pose la question, quelles sont les conditions méthodologiques pour éventuellement faire un diagnostic de rupture radicale dans le cadre de cette historicité longue? Oui, une question radicale. Non, écoutez, je crois, j'avais choisi de travailler sur l'archéologie du culte du nombre. Non, mais je crois qu'il y a dans le monde, peut-être ce sont souvent des foyers, il y a des foyers de résistance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, dans la ville de Berlin, qui refuse maintenant que Google installe, ça date de la semaine passée, installe un campus à Berlin. Vous voyez? Non. Et c'est un exemple. Donc, je crois, toutes ces connaissances dont je vous parle, moi, je les ai accumulées collectivement. Je ne suis pas un génie. Et disons, cette réflexion, c'est une réflexion collective. C'est une réflexion collective qui a démarré sur cette question-là à la fin du millénaire antérieur, dans les forums sociaux, au sommet mondial sur la société de l'information. Il y a eu des gens qui résistaient, et il y a toujours des gens qui résistent à ça. C'est ça. Disons, je pourrais vous faire une conférence sur, finalement, les modes de résistance à ça. Et depuis l'individu qui, finalement, s'autodiscipline face à son ordinateur pour ne pas y être toujours accroché. Je crois que le plus important, c'est finalement les résistances collectives. Les résistances collectives, chacun, effectivement, peut résister. Mais je crois que les résistances collectives, il y a des tas de réseaux dont on parle relativement peu sur, par exemple, la gouvernance d'Internet, qui regroupe des gens de l'Inde, des Chinois, des Européens, des Américains, des Nord-Américains, des Latino-Américains. On ne s'imagine pas comment tous ces débats, dont je vous ai donné simplement un reflet, finalement, tous ces réseaux travaillent. Disons, quand je vous disais, on doit lutter contre, finalement, le fait qu'ils avancent plus rapidement que nous, avec le décalage des temporalités. Mais de toute façon, il y a des gens qui pensent ça aussi. Moi, je crois que on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de résistance, disons, à ce type, au GAFA, etc. C'est... Bien, on va prendre l'autre micro. Oui, alors moi je me demanderais de la même manière d'une réflexion collective, et qui vient, comme on l'a dit avant, de couches de réflexion qu'on a eues qui sont venues dans le temps. Et je me demande si on peut avoir une réflexion constructive sur comment remettre en cause le big data et la version quantitative qu'on cherche à avoir du monde systématiquement,
sans remettre en cause au départ la pierre sur laquelle on démarrait de l'universalisme qui était proposé à la moitié du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très bon sur les dates. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est la même vision que ces philosophes qu'on parle de lumière, etc., qui avaient qu'une envie, c'est de trouver une valeur commune, finalement, à mettre sur le monde. Et c'est ce qu'on arrive à faire, finalement, en mettant des valeurs qui sont malheureusement communes aujourd'hui. Donc je me demande si on peut avoir vraiment un débat de fond qui permette d'arriver à une réflexion radicale sur comment remettre en cause ce nombre, sans remettre en cause au départ la vision même des Lumières et de leur universalisme franchement douteux. C'est la question. Je vais vous répondre par une formule, et ça m'embête de vous répondre par cette formule. Parce que je crois que la seule solution, finalement, de faire de la résistance à toute cette numérisation, vraiment un acte de résistance, c'est de l'allier avec avec un modèle de société. C'est ça qui est fondamental. Si vous n'avez pas de modèle de société, ça ne sert à rien de résister. Vous serez rattrapé à tout bout de champ. Et ça, c'est fondamental. C'est que finalement, c'est une véritable révolution dans la résistance. C'est d'ailleurs l'allier avec qu'est-ce que c'est qu'un modèle écologique? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle écologique? Et comment un nouveau modèle de société écologique, finalement, se questionne face aux technologies? Je crois que c'est fondamental. Ça commence à naître, ça. Écoutez, pendant les élections, les campagnes électorales en France, c'est quand même intéressant, même s'il n'a fait que 6%, que Benoît Hamon, finalement, ait centré une grande part de sa campagne sur le destin du travail. Le destin du travail, vous voyez. Et donc, amorçant une entrée dans la vision écologique de la société future qui est unique, vous voyez. Mais il n'a eu que 6%. Non, mais vous voyez, non, je crois qu'on ne peut pas... C'est pour ça qu'au tout début de ma conférence, j'ai dit que ce qui était fondamental, c'était, ce n'est pas de trouver un juriste qui crée le concept gouvernance par les données ou par les nombres. Non, c'est finalement, comme participe de nombreux points de vue ou de nombreuses disciplines, c'est finalement d'arriver aussi à croiser toutes ces visions. Vous comprenez? Parce que sinon, moi je viens des sciences de l'information et de la communication. Écoutez, je travaille beaucoup maintenant avec les gens de sciences politiques. Les gens de sciences politiques et avec d'autres, avec la géographie par exemple. Eh bien, je ressens la nécessité pour les sciences de l'information et de la communication, disons, de s'approcher d'autres approches sur ces questions-là. Vous comprenez ? On continuera un peu après, il y a du monde qui est derrière, mais on va se reprendre. Vous avez enclenché, là. Ah ouais, c'est ça. Joël ? Sophie Joël, pardon. Sophie Joël, Paris 8 également. Juste deux remarques. Si vous voulez, quand on entend ce que vous dites, et on connaît vos travaux sur la surveillance et sur justement la généalogie de la surveillance par le nombre, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est deux choses. D'une part, de mon expérience d'enseignante, ce qui me frappe, c'est la difficulté à convaincre les étudiants jeunes que la question de la privacy, de la vie privée, c'est une question politique de démocratie importante. J'ai beaucoup d'étudiants, quelques étudiants qui me disent « Mais madame, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est votre génération. Nous ne vivons pas ça comme ça. On a vécu sur Facebook depuis 15 ans. On a du mal à comprendre que ça soit grave. » La deuxième chose, c'est qu'on a du mal aussi à comprendre parce que la lenteur de la réaction des institutions publiques. La vie privée, c'est le cœur, c'est un droit fondamental reconnu dans tous les textes européens et notamment dans la Charte des droits fondamentaux. Et on a du mal à comprendre que les institutions européennes aient été aussi lentes à réagir. Donc il va y avoir le règlement général sur la protection des données. Comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord, on va voir ce qui se passe après.
Parce que l'enjeu, ça va être est-ce qu'on arrive à le faire respecter? On est d'accord qu'on est sur une question de souveraineté. Effectivement, les juristes commencent à le dire comme ça. Il y a eu des colloques sur la souveraineté numérique. Oui, parce que l'identité, je veux dire, c'est un enjeu personnel, mais le rôle de l'État, c'est aussi de protéger l'identité. C'est ça le fond du contrat social libéral, normalement. Donc on est étonné de la lenteur de la réaction. Et quand on regarde les textes de l'Union européenne, c'est pas tellement, en tout cas au début des années 2000, je dirais, avant les attentats du 11 septembre, ce n'est pas tellement la sécurité au sens lutte contre le terrorisme qui vient, mais c'est l'économie, c'est la croissance. Peut-être que quelque part, je suis étonnée qu'on n'ait pas du tout parlé de ça. Ces chiffres-là, qui font partie, comment dire, qui sont au cœur à la fois des politiques, mais aussi de l'utopie d'aujourd'hui, c'est retrouver de la croissance. C'est le PIB, le nombre le plus important que les big data. Et c'est vrai que je me disais, quelle part faites-vous à cette question-là de la promesse d'une croissance par l'économie de la connaissance? Donc ça, c'est et qui est, en tout cas dans le discours public, beaucoup plus audible et acceptable que l'idée qu'on soit surveillé juste pour... Bon, évidemment, là, dans le traumatisme, depuis 2015, la question du terrorisme, elle est devenue extrêmement impactante. Mais je veux dire, ce qui préoccupe le plus les gens, même aujourd'hui, même en France aujourd'hui, c'est pas le terrorisme, c'est le travail, c'est la pauvreté et la dérégulation de l'Internet, elle a été faite par l'Union européenne notamment au nom d'un surplus de croissance qui ne vient toujours pas. Oui. Non, je partage avec vous cette préoccupation. J'appartiens à une autre génération peut-être que la vôtre, puisque... Et je crois que de toute façon, c'est vrai que, disons, cette conscience, cette prise de conscience est minorisée, c'est vrai. Elle est minorisée. Je crois que, pour comparer un peu les générations, je crois que moi qui fréquente encore malgré tout beaucoup de jeunes étudiants, même si je n'enseigne plus déjà depuis plus de 10 ans, je crois qu'effectivement, il y a toute une partie de la nouvelle génération qui finalement ne s'est pas posé la question. Parce que finalement, ils en ont tiré bénéfice, vous comprenez. C'est clair, c'est élémentaire, disons. C'est élémentaire. Mais je crois aussi personnellement, je parle souvent avec des doctorants ou même d'autres qui sont en maîtrise, etc. Je crois que, disons, c'est une génération qui m'apprend aussi à aller plus loin dans ma propre réflexion. Non pas peut-être ceux qui finalement épousent, refusent de penser de façon critique les choses, mais je crois qu'il y a il y a dans la nouvelle génération, et je parle ici de ma pratique aussi, moi dans ma pratique universitaire et de chercheur, je crois qu'il y a dans la nouvelle génération des gens qui pensent et qui peuvent transmettre autre chose que ce que la mienne peut transporter. La mienne est une génération qui peut poser des questions. Elle n'a pas les... Mais je crois que la nouvelle génération doit faire partie de ceux qui vont répondre. Je parle par exemple de mes propres enfants, tu vois, pour ne pas être dans les nues. Vous voyez, je crois... ce qui est intéressant, et j'ai eu une discussion encore il y a une semaine d'un étudiant qui fait une thèse sur l'importance d'Althusser et de Gramsci, disons, dans la réflexion en France.
Et je lui dis, mais il y a quelque chose qui me dérange dans votre thèse. Il a fait de bons articles dans des tas de revues, etc. Il est tout jeune, il doit avoir 22, 23, 24 ans. Et je lui dis, mais en fait, est-ce que finalement, en faisant ça, vous ne devez... Finalement, le travail que vous faites, c'est celui d'un archiviste. D'un archiviste. Vous travaillez dans les archives. Alors il m'a répondu non. Il m'a expliqué comment il ne travaille pas seulement sur les archives. Et comment cette réflexion peut le mener plus loin et mener le groupe de collectif où il est. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça que je veux dire à la fin de mon intervention. Je crois que d'abord, il n'y a pas, je pourrais dire autre chose aussi, mais qu'il n'y a plus, disons, le lien, le passage, disons, l'acte de passer entre générations. Je crois que c'est très important, ça. Je crois que c'est important, parce que sinon, disons, on aura des thèses de doctorat magnifiques, mais finalement, pour le doctorant lui-même, son insertion dans la vie, ce n'est pas simplement d'être prof ou d'être enseignant dans le secondaire ou autre. Vous comprenez? Mais je comprends. C'est douloureux d'entendre ce que vous dites, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Disons, il y a effectivement, pas seulement auprès de la nouvelle génération, mais disons un oubli de l'enjeu de ce que représentent les technologies. Mais il y a très peu en fait de possibilités permanentes de dialoguer. Vous comprenez? Dialoguer. Ouais. Oui. Étant presque de la même génération, Armand, j'espère que je vais dire des choses moins douloureuses. Oui. Tout d'abord, te remercier pour cette belle communication. C'est toujours intéressant de t'écouter, mais c'est toujours aussi plaisant, pour employer un adjectif québécois, c'est toujours aussi plaisant parce que tu restes un excellent communicateur, toujours. Mais je me lève pour m'assurer de t'avoir bien compris, quand même. Parce que quand j'entends dire que tes propos pourraient mener à une remise en cause ou à un rejet des Lumières, j'ai bondi de ma chaise. Il me semble que les Lumières, ce n'est pas une époque de l'obscurantisme. Et je ne crois pas qu'on peut déduire de tes propos qu'il faut abandonner les aspirations des Lumières. L'aspiration des philosophes des Lumières, c'était une aspiration à l'émancipation, à la libération. Bien sûr, le beau rêve qu'ils avaient conçu ne s'est pas réalisé entièrement, hein, mais les utopies ne se réalisent jamais exactement. Mais il ne faut pas oublier dans quel contexte ces gens-là ont œuvré, parlé, agi. Le contexte des Lumières, c'était un contexte d'oppression par un pouvoir politique absolu. C'était une époque dominée par des lubies, par toutes sortes d'idéologies où on traitait les gens non pas sur la base de la raison ou de la justice, mais sur la base d'un autoritarisme despotique qui n'était pas... Si le rêve des Lumières doit être abandonné, je désespère de l'espèce humaine, parce que le rêve c'est un rêve d'émancipation. Et le problème pour moi, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas la technologie. Le problème, il reste toujours celui des rapports entre les humains, entre les sociétés, des rapports de domination, d'exploitation, d'asservissement. On se sert du nombre, on se sert aussi d'autres choses. On s'est servi auparavant de méthodes plus brutales que du nombre. Il ne faut pas oublier que, bon, oui, Foucault a décrit cet univers concentrationnaire avec le panoptique, etc. Mais Foucault a aussi rappelé ce qu'il a remplacé, ce système-là. Hein? Et Foucault ne proposait pas de revenir à une époque où on pratiquait des châtiments corporels, mais vraiment inhumains, barbares. Et on a, bien sûr, il a procédé à la critique de ce nouveau système mis en place. Et il faut qu'on continue à agir dans cette direction-là, à exercer notre raison critique. Mais je pense que abandonner la raison, c'est se livrer à des modes de représentation du monde qui
qui tiennent plus du religieux que de la science, qui tiennent plus de la... Voilà. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse, à partir de tes propos, à partir d'une critique des applications de contrôle, de surveillance qu'on fait avec le nombre maintenant, qu'on utilise ça, mais on utilise aussi le nombre pour d'autres aspects. L'humanité a progressé aussi en utilisant d'une certaine manière le nombre, la connaissance, la raison. Et je répète, pour moi, le problème fondamental auquel il faut toujours revenir, c'est un problème social, c'est un problème de domination, c'est un problème d'exploitation politique, et il faut œuvrer à une plus grande justice sociale et à une plus grande vérité, à une plus grande appréhension du monde correcte, mais pas abandonner nos prétentions à ce progrès-là. Je ne sais pas si tu étais dans la salle à ce moment-là. Mais, je veux juste m'assurer que tu partages s'il y a bien quelqu'un qui se réclame et que j'ai bien des compris. Utopies, même celles qui sont critiquées par beaucoup d'universités américaines, qui est celle de l'émancipation, non, je crois que, disons, ce qui est important dans ce que je dis, c'est finalement, nous sommes dans une situation où finalement le nombre a été réduit au nombre sans aucune structure. C'est-à-dire que tu n'as plus de modèle de société d'émancipation. Tu comprends? Et là, je crois, moi je suis pour maintenant réellement la reprise de tous ces idéaux, tu comprends? Avec aussi une critique, parfois, l'émancipation, parfois, à travers, par exemple, de la colonisation, a montré qu'elle avait de drôles de côtés négatifs. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Non, ce que j'insiste là-dessus, et c'est surtout vers la fin, ce que j'ai voulu montrer, c'est que finalement, depuis des points de vue différents, au niveau disciplinaire, au point de vue métier même, tu vois, il y a une conviction de ce que on va vers des sociétés qui sont dévertébrées, où ne peut pas passer ce message, où tu vas vers de plus en plus d'inégalités. C'est sûr, ça. Il ne suffit pas de dire Internet, c'est un moyen qui est à la fois émancipation et un moyen d'asservissement. Non, il faut aller au-delà de ça, parce que sinon, on avale tous les poissons. Mais bon, tu as mentionné non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Tu as mentionné plusieurs philosophes des Lumières. Tu aurais pu tout aussi bien évoquer Spinoza. Spinoza, oui. Sa conception de la démocratie, fortement enracinée dans l'utilisation de la raison humaine. Bon. Je m'arrête là. Je voulais juste m'assurer qu'on n'interprète pas tes propos comme étant un rejet des aspirations des Lumières. Il me semble, en tout cas. À moins que tu veuilles vraiment dire ça? Non? Non, OK. D'accord. Non, je crois que tu as... Non, c'est parce qu'il y a eu des interventions à ce micro qui m'ont laissé... qui m'ont fait craindre qu'on puisse interpréter tes propos comme ça. Non, mais peut-être... Léna, est-ce qu'on a quelques 5-10 minutes? Combien? On va le prendre. Elle a abandonné, oui. Non, mais je m'étais vraiment engagé à assurer le temps. Bon, écoutez, on s'entend collectivement peut-être. Hein? J'avais Juan Carlos ici qui voulait poser une question. Je vais lui donner la parole. Et après, nous allons remercier vraiment Armand pour sa présentation, son intervention. Et si après, on n'est pas convaincu de la perspective de la longue durée, je vais aller réécouter. Parce que finalement, je crois que c'est intéressant la profondeur qui est donnée par ta réflexion. Juan Carlos? Vigilance en espagnol, alors j'ai beaucoup appris. Mais il y a une chose que maintenant je vais l'évoquer, et ça, une relation avec les GAFAM.
Il faudrait quand même... mais tu peux venir ici avec moi. Là, tiens. Je dis que dans la traduction, j'étais en train de travailler déjà sur les GAFAM et j'ai vu qu'il y a un pas devant avec les GAFAM parce que la vigilance, maintenant, ce sont eux qui le font. Bon, aussi, continue l'État. Ils le font encore plus que le reste de l'État. Alors, je pense qu'il y a trois perversités. Alors, d'abord, c'est les commerciaux, ce sont les GAFAM qui sont les vigilants aujourd'hui. Et je pense que comme vigilance implique une certaine perversité. C'est impossible de vigiler et ne pas être un peu perverse. C'est comme si tu es un monopole, c'est impossible d'être parfait et pas éthique. Et alors, les trois façons de perversité que je vois des GAFAM, c'est une qui ont réussi à que les personnes soient vigilées, ils sont volontaires. On se met des montres et on les transmet exactement tout. Oui, mais c'est une façon de... Je vais être vigilé. Ce n'est pas la chose que, bon, on me vigile, je n'ai rien à cacher. Non, non, on laisse ton temps parce qu'on obtient beaucoup d'informations. Quand tu dors, quand tu as le sexe, absolument tout. Bon, d'accord, ça c'est une perversité qu'on a réussi à avoir des volontaires. C'est comme si, non, avant l'État, je vais être aux prisons même si je n'ai pas rien fait. Bon. La deuxième, c'est qu'il y a une sophistication énorme dans la façon d'obtenir de l'information. Et moi, je dis aux élèves, bon, vous pouvez dire n'importe quoi sur Facebook, et Facebook va passer ses algorithmes, une centaine d'algorithmes, pour savoir si c'est vrai, si c'est faux. Et alors, il obtient des informations, pas de ce que tu dis, mais des choses comme, et ça c'est la perversité, quand j'ai appris ça, c'était l'état de la batterie de ton téléphone. Alors, il sait ton caractère. Si tu vas toujours au maximum, tu charges tout le temps. Ou sinon, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Bon, c'est le désastre. Pas le téléphone, ça ne fonctionne pas. Bon, il obtient beaucoup d'informations. Parce qu'il sache, Google par exemple, que si tu as près de batterie, tu es prêt à acheter quelque chose. Par exemple. Bon, ça. Une autre façon de cette perversité, c'est qu'on étudie et on sait ton état d'esprit selon que la façon de faire les touches dans le téléphone. Nous avons une empreinte, parce que ça on l'utilise, une empreinte, on connaît la façon de faire, mais on reconnaît Armand, mais aussi l'état d'esprit d'Armand. Et ça, c'est... Oui, mais tout à fait. Bon, et ce sont des choses qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Et la troisième, non, c'est une chose et la troisième, c'est que l'État doit aller chez les GAFAM pour avoir des données sur la vigilance. On a vu des cas pour savoir... pour décerner un crime ou quelque chose comme ça. Alors, je pense que c'est important ce changement. Non? On passe à l'État, mais les entreprises sont la même façon. C'est une partie de l'État. Et ça, bon, c'est voir la réaction. C'est un commentaire. Donc, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense? Oui. Je crois que Maclar, il pensait bien. Non, mais c'est évident, mais c'est ça le grand problème. C'est que de toute façon, à travers les GAFA,
finalement, ils ont absolument, à un moment donné, s'ils le veulent, absolument ton curriculum vitae. Ça. Et depuis longtemps, ça ne date pas de Facebook dernièrement, ça. Il y a un Autrichien, on avait trouvé ça, il y a déjà 6 ou 7 ans. Il avait dénoncé ça. Finalement, Facebook avait plus de données sur lui que lui en avait dans son curriculum. Alors, non, mais c'est ça le grand problème. Le grand problème, et là, la phrase de Umberto Eco est intéressante. Finalement, on s'habitue aussi. On s'habitue et on accepte n'importe quoi, là. Je crois, moi, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. D'ailleurs, Armand, tu avais déjà cité Oui. l'abbé aussi avec la servitude volontaire. J'ai été relire à un moment donné. Il y a des phrases absolument incroyables qu'on pourrait mettre maintenant aujourd'hui. Et c'est un peu un calque de nos réalités. Pourtant, ça a été écrit quand même, là, quelques lustres. C'est la première fois dans l'histoire où finalement on peut te donner ton curriculum ou tout, comme tu dis, ton état d'esprit comme ça. Bien. Non, ça pose problème. Bon, je pense qu'on va pouvoir continuer la conversation. Hein, le dialogue est abordé.